Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode numéro 4 du podcast de Méthylène. Je m'appelle Imelda et vous pouvez me retrouver sur Ravelry ainsi que sur Instagram sur le même pseudo Méthylène. Alors sur Ravelry, mes projets ne sont pas du tout à jour, donc vous pouvez regarder mes anciens projets, mais il y en a plein que j'ai pas mis, bref, j'ai pas du tout été bonne élève sur Ravelry, mais bon, voilà. Du coup, au programme aujourd'hui, il y aura une première partie tricot et une deuxième partie couture. Donc je vous indiquerai juste ici les temps pour les différentes parties. Si jamais il y en a une que vous n'avez pas envie de voir, moi vous pourrez skipper l'une ou l'autre. Voilà, donc d'abord, avant de commencer, ce que je porte, donc je porte mon écharpe de Simple Thing avec mon gilet. Comment il s'appelle? En fait, je confonds toujours les deux projets là que j'ai fait. Le gilet Auguste de Colibri by Johanna, que je vous avais présenté au précédent épisode. Et d'ailleurs, je voulais revenir dessus parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire en me demandant si c'était une maille serrée ou une maille coulée que je faisais tout le long de mon encolure à l'intérieur du gilet pour que ça se tienne bien, pour éviter que ça ne tombe des épaules. Et en fait, il s'agit d'une maille coulée. Donc voilà, c'était pour revenir sur ce que j'avais dit parce que je pense que j'avais dit maille serrée, mais la terminologie n'était pas bonne, c'est une maille coulée. Voilà, donc si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous réfère à mon précédent épisode. Voilà, alors on va passer tout de suite à la partie tricot. Donc la partie tricot, j'ai un projet terminé à vous montrer. Donc projet terminé, il s'agit du pull Charles, voilà, de Colibri by Johanna, que j'ai tricoté en fingering de chez Laine de Mout et un mohair de chez Lang. Je vais vous montrer les petites étiquettes. Voilà, donc la Laine de Mout, c'est la Mout Sock coloris Lady Duff. Donc on est sur 400 mètres pour 100 grammes, 85 mérino, 15% nylon. Voilà, et donc j'ai utilisé à peu près un écheveau et demi. J'ai pas pesé encore ce qui me reste, donc je sais pas exactement. Mais c'est un projet qui consomme pas beaucoup de laine. Enfin, moi j'étais assez surprise. Je pensais notamment au niveau du mohair consommer davantage de laine. Donc voilà. Et donc pour le mohair, il s'agit du mohair luxe de chez Lang. Donc on est sur 77%. Hop, 77% mohair, 23% soie. Voilà, et le coloris, ça doit être celui-ci. Là, le premier numéro. Voilà, et juste pour vous comparer avec l'ancien mohair que j'avais, enfin celui-ci, il y a vraiment beaucoup moins de mohair sur l'autre qualité. Donc celle-ci, la Lang Lace mohair Super Kid. Je crois qu'on est... Voilà, il y a les pourcentages juste ici. Je vois pas parce que c'est à l'envers pour moi. 58% mohair et 42% soie. Donc pour ceux qui tolèrent moins le mohair, ce mohair-là, c'est quand même une bonne alternative. Voilà. Hop, bon, ça je vais le laisser là. Alors, du coup, au niveau de la construction du pull, en fait, on est sur un pull en raglan. Donc on monte des mailles et puis on augmente petit à petit pour arriver à la séparation des manches et à la séparation des manches. Et alors moi j'avais fait un échantillon pour lequel en fait mon nombre de rangs n'était pas bon. Donc j'avais fait mon échantillon en 3,5 et du coup en fait j'étais vraiment pas très loin du bon échantillon, donc j'ai pas refait un échantillon juste après avec une taille d'aiguille supérieure. Je me suis direct lancée dans le projet et du coup j'hésitais entre deux tailles, entre la taille numéro 1 et la taille numéro 2. Et en augmentant de taille d'aiguille, je me suis dit que ça devrait aller avec la taille numéro 1 parce que j'étais vraiment entre les deux. Et en plus, il s'agit d'un pull avec pas mal d'aisance positive. Donc je me suis dit, bon, à la taille numéro 1, ça devrait aller. Et là, je l'ai essayé, il est plutôt pas mal. Alors, je vais pas vous le porter parce que déjà, j'ai la flemme, comme d'hab. Et puis, il n'est pas bloqué encore. Donc, je pense qu'il va s'allonger un peu, notamment au niveau du corps. Là, il est assez crop. Mais comme il s'agit de point mousse et aussi le mohair, a priori simple, ça s'allonge pas mal. C'est ce que Johanna met dans son patron.
Donc je vais voir. Je vais voir, mais à mon avis, ça va quand même pas mal s'allonger. Et oui, et je voulais faire un petit point sur les échantillons, parce qu'en fait, il y a un truc que je fais moi sur mes échantillons que je vois pas, enfin j'ai pas entendu parler de ça dans les différents podcasts, et je voulais vous donner une petite astuce. En fait, moi quand je fais mes échantillons, je fais des jetés au tout début, enfin généralement au tout début, mais si j'oublie, je le fais à la fin de mon échantillon. Par exemple celui-ci, ça c'est mon échantillon de la Cumulus Blues que je vous ai présenté dans mon premier épisode de podcast. Et donc là, en fait, je fais des jetés. Donc j'ai 2 rangs de jetés. Le premier rang correspond en fait au numéro d'aiguille 3 ou 4 ou 5 par exemple. Et le deuxième rang correspond au 1,5, 1,25 et 0,75. Donc en fait, si je le prends à l'endroit, là au milieu, c'est 0,05. Si c'était juste avant, c'est 0,25. Et si c'est juste après, c'est 0,75. Moi, c'est une convention que je me suis... que j'ai établie avec moi-même. Vous pouvez faire complètement différemment. Mais moi, je sais que c'est comme ça que je fais. Et en fait, depuis toujours, ça fait... depuis que j'ai commencé le tricot, j'avais vu ça vraiment au tout début, vers 2017-2018. Je sais plus qui est-ce qui en parlait dans ces épisodes de podcast, mais je trouvais que c'était hyper intelligent parce que quand on a besoin de se référer à ces échantillons, beaucoup de semaines après, vraiment pas mal de temps après, en fait on sait plus trop à quelle taille d'aiguille on les a tricotés, et donc ça c'est plutôt pas mal. Et si d'ailleurs vous avez envie de tester plusieurs tailles d'échantillons, moi je le fais sur par exemple un échantillon. Ça c'est mon échantillon du pull Irati, et vous voyez là j'ai 2 échantillons qui sont séparés par une ligne de point mousse. Et donc celui d'en bas, moi je peux le tirer à l'envers je pense. Alors celui d'en bas c'est 4, je l'ai tricoté en 4. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a... Alors, tac. Donc là, il y a un petit tronc, un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc du coup, cette partie-là a été tricotée en 4 et cette partie-là a été tricotée en 3,5. Et en fait, ça me permet, après blocage, de choisir quelle taille d'aiguille est plus appropriée, soit en termes de drapé. Je pense que là, j'avais dû tricoter en 3,5 parce que je trouve que le drapé est plutôt pas mal. En 4, il est un peu trop déjaugé. Et donc soit en termes de drapé ou soit en termes d'échantillon, ça me permet de choisir quelle taille est plus appropriée pour le projet. Donc ça c'est quelque chose que je fais vraiment systématiquement. Par exemple pour ce gilet là, on voit pas très bien parce qu'il y a la torsade, mais en fait là du coup je l'ai tricoté en 4 mm. 1, 2, 3, 4. Et par exemple, pour un des projets à venir, donc le gilet Esmé dont je vous avais parlé, et d'ailleurs ça me fait rire parce que Corinne du podcast La Provinciale a tricoté exactement le même gilet avec exactement les mêmes laines, donc on sera serre de gilet, ça va être trop drôle. Et donc là j'ai tricoté mon échantillon en 4 mm, vous voyez il y a 4 petits trous. Ah, c'est mieux si je vous rapproche, voilà. Hop. Et pour mon pull Charles, je sais jamais, je confonds le Auguste et le Charles, c'est horrible. Voilà, le pull que je viens de vous montrer. Donc là, j'ai tricoté en 3,5. Vous voyez, le premier rang avec 3 jetés et le deuxième avec le jeté au milieu, c'est du 3,5. Donc voilà, c'est une convention que je me suis... que j'ai... posée toute seule, mais qui me permet ensuite de choisir les tailles adéquates ou revenir sur un échantillon. Par exemple, si je vais racheter la même qualité de laine, je vais pouvoir comparer mes échantillons. Enfin voilà, c'est une petite astuce que je voulais partager avec vous parce que je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Moi, elle m'aide tout le temps, donc voilà. Et tout ça pour dire que mon échantillon n'était pas bon en termes de rang. Ça n'allait pas, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé directement d'emblée la taille d'aiguille sans refaire un échantillon parce que j'étais vraiment... il me manquait, je sais plus, même pas une maille, 0,5. C'était vraiment pas grand chose, donc je me suis dit, allez, on va directement tester, et c'était parfait. En tout cas, le fit comme ça, il est parfait. Voilà, donc j'ai tricoté la première taille, et donc en fait, une fois qu'on a fait le raglan, on arrive à la séparation, et je pense que la séparation doit arriver au même moment que le col en V, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça.
Donc en fait, quand on arrive là, il faut qu'on coupe notre fil et qu'on recommence le rang, en fait qu'on décale notre rang comment ah, la manche. Comme ça, le changement de fil ne se verra pas en plein milieu. Et moi, en fait, je me suis dit, j'ai pas du tout pensé à ça, je me suis flemme de couper le fil, je vais directement tricoter en rond à partir du milieu. Erreur. Grosse erreur, toujours suivre les recommandations des designeuses parce que du coup si je faisais ça, en fait mon changement de fil allait se faire en plein milieu. Et donc j'en suis rendu compte très très vite. Donc j'ai fait un rang et je me suis dit non ça va pas, donc je coupe mon fil et je recommence au niveau de l'emmanchure parce qu'effectivement le changement de fil se voit plutôt bien. Et si on avait ça en plein milieu devant, là ça aurait fait très très moche. Mais là du coup en fait on est sous l'emmanchure, vous voyez c'est juste ici. Donc moi ça me dérange pas du tout. Ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé courir mes fils et je les ai pas coupés parce que je crois que dans son patron elle recommande de couper à chaque fois son fil pour éviter d'avoir justement la fingering qui se voit à travers le mohair. Et moi j'avais un peu la flemme, je me suis dit franchement ça va faire trop de fils à rentrer à la fin. Et franchement, c'est pas dégueu. Moi, je trouve pas ça dégueu. Je trouve que ça fait comme une couture. Alors certes, on a que d'un côté et pas de l'autre. Mais franchement, moi, ça me gêne pas trop. Voilà. Et on a la même chose hein, sur les manches. Moi, j'ai vraiment fait courir mon fil. Je vais vous montrer de l'intérieur, ça sera peut-être plus parlant. Voilà, hop. Donc en fait, quand par exemple je finis ma rayure de fingering, je tricote 2 rangs de mohair et ensuite je twiste mes fils ensemble pour que en tricotant le mohair, ça remonte le fil de fingering au fur et à mesure. Donc là on est je crois sur 6 rangs, un truc dans le genre, donc tous les 2 rangs en fait je faisais cette petite manip et au moins ça me permettait de faire suivre le fil et voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, en fait, une fois qu'on a fini, qu'on a rejoint en rond, du coup, c'est à inverser par rapport à ce qu'on fait parce que là, on est à plat et on a des rayures en jersey. Donc là, c'est un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Et on a des rangs en point mousse où là, du coup, c'est des rangs à l'endroit tout le temps. Mais une fois qu'on est en rond, c'est inversé. Bon, c'est pas hyper compliqué, mais je pense que pour les débutants, ça peut être une gymnastique d'esprit qui peut être un peu bizarre au début, mais voilà, ça se fait très bien. Et après, donc on tricote sans augmentation, sans diminution, jusqu'à, je pense que c'était en centimètres, je crois, ouais. Et enfin bref, après vous faites la longueur que vous voulez, mais moi j'ai suivi les recommandations pour ce patron-là. Et après, on a un nombre de centimètres de côte à faire pour le bas du pull. Et alors pour mes côtes, ce que je fais généralement, c'est que quand j'arrive au moment où je vais faire mes côtes, je fais un demi-tour. Comme ça, l'endroit devient l'envers et l'envers devient l'endroit. Et de ce fait, en fait, mes côtes sont plus jolies. Parce qu'en fait, je trouve que les côtes sur l'envers sont plus jolies que sur l'endroit. En tout cas, les côtes 1-1. Je vous montre, les côtes sur l'endroit, elles sont éclatées. Voilà. Alors que les côtes sur l'envers, elles sont plus resserrées. Et moi, je préfère comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait sur le bas de mon pull. Ensuite, j'ai fait un rabat à l'italienne comme je fais tout le temps. Mais en fait, je me suis dit, ah oui, mais j'aimerais bien essayer autre chose, voir s'il n'y a pas une autre technique qui serait mieux. Et en fait, ce que j'ai fait pour les manches, donc on reprend les manches, on a laissé les mailles en attente, donc on les reprend et après on tricote sans diminution jusqu'à la fin. Et au bout d'un certain nombre de centimètres, je crois que c'est 38, elle nous dit de faire autant de diminutions. Donc vraiment on a des diminutions très drastiques, ça permet de bien resserrer et d'avoir des manches bouffantes. Donc moi j'adore ce genre de manches. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux, j'aime pas trop les manches fitées. Et ensuite ce que j'ai voulu faire, c'est de tester une nouvelle technique parce que je crois que c'est Emma du podcast Tricolibri ainsi que c'est une autre Emma de Montagnite qui m'avait laissé un commentaire en me disant mais tu connais la technique du combination knitting, tu devrais essayer justement pour tes côtes. Et effectivement j'en avais entendu parler sur le podcast de Tricolibri, donc je me suis dit ah oui il faudrait que j'essaye. Donc
Voilà, je me suis dit, même si c'est pas les mêmes côtes qu'en bas de mon pull, je vais essayer puis on va voir ce que ça donne. Donc je vous mets un petit insert parce que j'ai pris quelques vidéos normalement avec mon copain. Donc si j'arrive, je vous mettrai les inserts du combination knitting, voilà, dans pas longtemps normalement. Mais je vais juste vous expliquer comment ça se fait. En fait, il s'agit de tricoter, donc toujours sur l'endroit pour le coup. C'est juste la maille envers où il y a un petit twist à faire. Excusez-moi, on a été coupé. En fait, je vous parlais du combination knitting, en fait, où il y a un petit twist à faire sur la maille envers seulement. En fait, quand on tricote la maille, nos mailles, on va passer le fil de manière anti-horaire sur notre aiguille. Et là, pour la maille envers, il s'agit de la tricoter en passant le fil de manière horaire. Donc je vous incruste juste maintenant des petits passages où j'ai demandé à mon copain de me filmer en train de tricoter. Alors c'est pas du tout pour faire un tuto ou quoi que ce soit parce que j'ai pas du tout la prétention d'avoir la pédagogie nécessaire pour montrer une technique. C'est juste pour que vous voyez à peu près. Je vous listerai dans tous les cas en barre d'infos des vidéos. Je pense que c'est Claude Tricot, notre papesse du tricot, qui a fait des vidéos sur le combination knitting et je pense qu'il y en a d'autres que j'ai visionnées et en fait moi ce que je fais généralement, c'est pas très bien mais je visionne rapidement, je dis ah oui je pense que j'ai compris et je le fais, j'essaye tout de suite et là je pense que j'ai peut-être fait un petit truc soit similaire ou soit ça doit être ça mais je suis pas certaine. Donc allez voir les vidéos de Claude Tricot. Mais du coup, par rapport aux côtes normales, effectivement, ce sont des côtes qui sont plus régulières. Néanmoins, je trouve qu'elles sont encore un peu trop épaisses. Vous voyez, là, donc on est bien sur l'endroit des côtes et l'envers des côtes, je vais vous le montrer, elles sont plus serrées. Et moi, je préfère ce côté-là. Je préfère les côtes plus serrées. Après, c'est juste une question de préférence. Donc, c'est pour ça que je préfère faire mon demi-tour et faire justement... mettre l'endroit à l'envers et l'envers à l'endroit. Voilà. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir essayé cette technique. Peut-être que je la referai justement sur des laines qui permettent de faire les côtes sur l'endroit. Par exemple, je pense à mon Whitmore où j'avais fait les côtes sur l'endroit. Et ça allait très très bien, c'était plutôt joli. Et avec cette technique de combination knitting, ça permettra d'avoir des côtes bien régulières, en tout cas. Voilà, et après en fait, j'avais fait mon encolure avant parce que j'avais vu, je sais plus où, je crois que c'est sur l'Instagram de... Ah, comment elle s'appelle? Ah mince, j'ai mangé son nom, c'est... Marie-Christine Lévesque, je crois que c'est elle qui disait qu'il fallait, enfin qu'elle conseillait de faire les encolures avant, de faire les manches parce qu'en fait ça permet d'avoir la structure du haut et quand on va faire les manches, on ne va pas être biaisé parce qu'en fait si on ne fait pas l'encolure, je pense que ça peut tomber un peu et on peut être biaisé en termes de longueur de manche. Donc il me semble que c'est elle qui disait ça, qu'elle préconisait de faire l'encolure avant les manches. Je peux me tromper, mais voilà. Donc moi je fais généralement mon encolure avant de faire les manches. Et là j'ai fait l'encolure qui était préconisée, à savoir une encolure avec des côtes 1-1. Et là je les ai fait sur l'endroit. Alors j'ai 3 types de côtes sur mon projet, mais au moins ça permet de comparer effectivement les différents types de côtes. Je vais essayer de vous les montrer. Alors donc, on a les côtes faites sur l'endroit, on a les côtes faites en combination knitting sur l'endroit, et les côtes sur l'envers. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc là, c'est les côtes faites sur l'endroit. Vous voyez, elles sont assez éclatées, pas tout à fait régulières. Là, on a les côtes faites en méthode combination knitting. Donc là, elles sont
éclatées mais régulières. Et là, on a les côtes faites sur l'envers et effectivement, elles sont assez régulières et plus petites. Donc moi, je préfère ce type de côte-là. Voilà, bon, moi ça me dérange pas d'avoir 3 types de côtes différentes. Franchement, c'est un petit détail, je pense que personne ne verra. Mais je me suis plantée sur l'encolure parce que j'ai fait moins de rangs que préconisé. En fait, j'ai fait, je pense que 6 rangs de côtes alors qu'il y en a 8. Donc en fait, normalement, la bande d'encolure doit être plus épaisse. Mais en fait, je me suis vraiment questionnée sur cette encolure. Je me suis dit, est-ce que je fais des côtes 1-1 ou un I-cord? Et en fait, j'ai demandé à mon copain, il m'a dit non, franchement, fais les côtes 1-1, ça donne un style. C'est vrai que c'est plutôt. Ça donne un style assez sportwear, je trouve, au projet terminé. Donc voilà, mais je me réserve le droit de changer l'encolure d'ici la semaine prochaine. Donc vous verrez si je change ou pas en I-cord. Mais si je fais un I-cord, je pense que ça sera un peu trop dégagé en fait. Je pense. Donc je vais peut-être laisser comme ça quand même. Voilà. Enfin voilà, en tout cas je suis très très contente du projet terminé, même si ça a été un projet... alors j'ai adoré les laines, les 2 laines, la laine de Mout, c'est la même qualité que celle que j'ai tricotée là. J'ai adoré la langue qui est très douce. Vraiment les mohair de chez Lang sont hyper agréables. Mais j'ai pas aimé le tricot du mohair en simple. Attendez, je bois un coup parce que là... En fait, c'est une réflexion que je m'étais déjà faite quand j'avais tricoté le pull Elton de Rory Locatelli, où c'est pareil, des rayures en fingering et mohair simple. Et en fait, le mohair simple, c'est assez fastidieux à tricoter parce que ça s'accroche vachement. En fait à notre aiguille. C'est les petits poils là du mohair. Et ben en fait, ça s'accroche à notre aiguille et du coup, on a du mal à passer le fil à travers la maille qu'on est en train de tricoter. Donc franchement, c'est pas hyper agréable et donc j'avais juste une hâte, c'est de terminer ce projet pour passer à quelque chose de plus agréable à tricoter parce qu'en fait, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le process tricot. J'adore autant le process tricot-couture que le projet terminé. Il faut que les deux soient waouh pour que le projet soit waouh à la fin. Et là, en fait, le process n'a pas été hyper agréable. Du coup, voilà, je suis un peu je suis un peu... pas mitigée parce qu'il est quand même magnifique hein, ce pull, mais voilà, c'est pas le projet waouh du siècle. Vous voyez ce que je veux dire comparé par exemple à ce pull, enfin ce gilet ou le Whitmore où là, ça a été... trop bien tricoté de A à Z. Là, voilà, le fait que ce soit un peu galère à tricoter, voilà. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un projet que j'adore, enfin un modèle que j'adore et que j'imagine dans plein de combos différents. Je l'imagine là, par exemple là, les bandes de mohair en blanc et les rayures en bleu pour faire vraiment une marinière, une vraie marinière, ça peut être magnifique. Ou alors des couleurs contrastées, je sais pas moi, un violet pour la fingering et un orange pour le mohair ou vice versa, ça peut être absolument sublime. J'ai une addiction en ce moment pour le combo violet-orange. On en reparle tout à l'heure, mais ouais, j'ai une réelle addiction. Et d'ailleurs, je crois que c'est Mélanie des Aiguilles Aventurières qui a dû tricoter, il me semble. Oui, parce qu'en fait, j'ai visionné des anciennes vidéos à elle où elle a un pull rayé violet, il me semble, ou rose, avec des rayures orange magnifiques. Et c'est la Air de Drops. J'avais failli acheter les mêmes laines pour faire un peu le même style de pull, donc c'est trop drôle. Et là, je crois qu'elle est en train de tricoter un truc pareil, violet et orange en brioche, magnifique. Et je me dis, ouais, c'est vraiment, moi j'adore cette combinaison violet-orange. J'ai envie d'en foutre partout dans tous mes projets tricot, même en déco chez moi. J'adore. Donc voilà pour le projet terminé en tricot. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai pas dit le grammage que j'ai utilisé parce que j'ai pas encore pesé le reste de mes fiches, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai utilisé un écheveau complet et un demi de fingering et j'ai utilisé 2 pelotes et demie de mohair. Donc c'est vraiment un projet qui consomme pas trop de fil et voilà.
Vous êtes plusieurs à avoir commenté la vidéo ou à m'avoir envoyé des messages sur Instagram en me disant oh, j'ai trop envie de faire le projet, le pull Charles. Bah, je vous le conseille, hein, vraiment c'est un projet que j'adore, mais en tout cas sachez que le mouer en simple, bah, c'est pas simple. Voilà. Donc on va passer au projet en cours. Alors le projet en cours, il s'agit du châle Cosmic Girl que je suis en train de tricoter en duo avec Sarah du podcast Petit bout de bricole. Coucou Sarah si tu passes par là. En fait, pour la petite histoire, on a échangé sur Instagram et je sais plus comment c'est venu, mais on s'est dit que toutes les deux on avait envie de faire le Cosmic Girl. Donc un châle de Nadia Kirtin-Lechen enfin c'est un châle assez vieux. Enfin moi je l'ai tricoté une première fois, je crois que c'était en 2017 ou en 2018 pour ma belle-mère. Vous voyez, c'est assez vieux. Et en fait, à chaque fois que je le vois sur elle, je me dis oh, il faut trop que je me le refasse, il est magnifique ce châle. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais adoré le tricoter parce que c'est un châle déjà à 2 écheveaux, donc il va assez vite à tricoter. Et puis, il est divisé en 4 sections et à chaque fois qu'on arrive à un moment où ça pourrait être ennuyeux, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, c'est ça qui est hyper agréable. Par exemple, la première section, c'est que comment on appelle ça, du point mousse unicolore avec notre première couleur. Et en fait, là, j'arrive quasiment à la fin de ma première section et c'est là où je me dis ah bon, il serait temps de passer à quelque chose d'autre. Et justement, c'est là où il y aura un nouveau truc. On va incorporer notre deuxième couleur. Et ça, je trouve ça super sur ce projet-là, c'est qu'on s'ennuie pas. Et là, j'ai choisi, je pense que je vous avais déjà montré les laines. Donc, c'est des laines de chez Paul Laine. Donc, le combo violet et jaune. Oui, je pense que je vous avais montré au moins dans un des épisodes. Mais je pense au dernier épisode, je vous l'avais montré. Et j'adore ce combo. Il est juste sublime. Et à chaque fois, enfin tous les jours, j'allais voir mes écheveaux. Je me dis, mais ils sont incroyables. Et en fait, je pense que ça peut être le projet parfait pour mettre en valeur ces 2 écheveaux. Donc là, la première section, je la tricote avec ce violet-là. Je vais vous montrer d'ailleurs les étiquettes. Donc c'est les laines de Paul Laine. Donc il s'agit de Muriel, qui est derrière cette marque, qui co-organise d'ailleurs le festival Laine en Or, qui aura lieu à Le Quesnoy le week-end du 25 mai. Et auquel je saurai parce que d'ailleurs il y a eu la liste des exposants qui est apparue il n'y a pas longtemps et en fait la liste des exposants est juste incroyable. Il y aura plein de teinturiers que j'ai trop hâte de découvrir. Bulle Bizarre, Yarn by Simone, qui d'autre, enfin la liste est juste incroyable à aller checker. Et il y aura aussi justement Paul Laine que j'ai trop hâte de revoir parce que je lui avais envoyé un message avant d'aller acheter à la vente éphémère ces écheveaux-là. Je lui avais dit est-ce que t'as ton coloris L'amour en fuite. Elle me dit ah non, je les ai pas reteints. Et en fait, après la vente à laquelle j'ai assisté, elle m'a envoyé un message en me disant ah mais en fait j'ai reteint L'amour en fuite. Je lui dis mais j'espère que d'ici Laine en Or il y en aura encore. Donc voilà, donc j'ai trop hâte d'aller la voir parce que L'amour en fuite, il me semble que c'est un coloris qui est justement violet et orange, magnifique. Donc il y a moyen que je craque. il y a très forte chance que je craque. Enfin bref. Donc pour revenir à notre projet en cours, donc c'est sa base BFL single. Je crois que c'est la cousine célibataire, ça, la qualité de son fil. Donc c'est 400 mètres pour 100 grammes, 100% BFL. Et le coloris, c'est un lilas pour Eulalie. Je sais pas si j'ai peut-être été un peu trop rapide. Un lilas. Je cache ma tête. Un lilas pour Eulalie. Et en fait, c'est un magnifique violet. Hop. Voilà, tout en nuances. Il est vraiment splendide ce coloris. En fait, je trouve que les coloris de Muriel sont nuancés, mais tout en douceur. Franchement, c'est juste magnifique. Et donc les nuances, en fait, on est sur du bleu. Je pense que vous voyez pas très bien. Il fait très moche aujourd'hui, donc je pense que les couleurs ne ressortent pas bien. Mais en fait, on est sur du violet avec des nuances de bleu et de rose. Magnifique, magnifique, magnifique. Peut-être en échaud, vous verrez mieux.
Attendez, en fait j'ai le début de mon fil, là on voit bien. Vous voyez, il y a du bleu en fait comme ça. C'est juste sublime. Et là je prends un plaisir dingue à tricoter parce que de voir les nuances arriver au fur et à mesure, c'est vraiment un plaisir, un réel bonheur. Voilà, donc là j'ai quasiment fini, je pense, la première section. À mon avis, il va s'étendre vachement en blocage. Attendez, comment je le... Voilà, donc vous voyez, je pense qu'il va vachement s'étirer en blocage. Ouais, il y a un potentiel d'étirement plutôt pas mal. Donc là, il me reste, je pense, 10, 20, 30... Il me reste 5 répétitions, donc 5 x 4, 20 rangs à faire. Voilà, et en fait, au fur et à mesure, on augmente. Donc on a de plus en plus de mailles sur notre aiguille. Mais de mémoire, il me semble que le nombre de mailles au final n'est pas ouf. Hein. Enfin, on n'est pas sur un Stephen West où il y a 1 milliard de mailles. Non, ça reste correct. Voilà, donc là, bientôt, je vais incorporer mon 12e coloris. Donc celui-ci, donc c'est la même qualité et il s'agit du coloris Liberté de penser. Voilà. Et en fait, la BFL single de chez Muriel, elle est plutôt fine. Si je reprends mon échantillon que j'ai tricoté juste avant, là, donc je l'ai tricoté en soc, donc avec du nylon dedans. Et pareil, on est sur du 400 mètres pour 100 grammes, et pour autant, je vais prendre ça. Hop. En fait, pour autant, c'est assez fin. Je m'emmêle les pinceaux là. Mais vous voyez la différence d'épaisseur ? Voilà, hop. Donc à voir, j'ai jamais tricoté de la BFL, à voir si ça gonfle le blocage, j'en ai aucune idée, c'est vraiment la toute première fois que je tricote. Moi j'ai tricoté beaucoup de mérino soc, un peu de yak, d'alpaga. D'ailleurs, ah oui, ça me fait penser, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question si lorsqu'on doublait des fils avec du mohair, ça évitait que ça se détende. Et notamment, la personne me posait la question pour de l'alpaga. Parce que c'est vrai que l'alpaga, ça a un peu drapé. Alors, franchement, je sais pas trop si ça s'étend beaucoup au lavage. Mais en fait, moi, je sais que j'avais tricoté une qualité de chez Drops, rien à voir, mais c'est de la Merino, mais qui s'étend vachement. Je sais plus si c'est la Baby Merino ou la Merino extra fine. Et en fait, je me suis dit, je vais la doubler avec la broche alpaga silk, pareil de chez Drops. Et en fait, le truc, il s'est étendu de 10 cm de tous les côtés. Donc j'avais tricoté le champagne cardigan de chez Petite Knit, je pense en taille 1 ou 2, et j'ai dû finir avec la taille 5 ou 6, tellement ça s'est élargi, ça s'est détendu au lavage, mais juste un truc de dingue. Donc moi j'avoue que je suis un peu déçue de toutes les qualités que j'ai pu tricoter chez Drops. J'ai un peu du mal. Là j'ai encore, je dois tricoter un pull pour mon copain en or. A priori c'est quand même une qualité que beaucoup de monde aime bien, donc à voir. Et puis j'ai un pull que j'ai commencé l'été dernier, mais j'ai plus de fil en coton de chez Drops. Je sais plus c'est laquelle, ça doit être la muscate avec de la Paris. En fait, j'ai fait de la Paris, j'ai fait des rayures en muscate. Donc c'est que du coton, mais c'est deux qualités différentes de chez Drops. Pour la partie tricot, ça a été, mais je vous avoue, j'ai aucun recul sur le lavage et tout de cette qualité-là. Mais généralement, ouais, j'ai été assez déçue des laines Drops, et c'est pour ça que maintenant je me tourne quasiment exclusivement vers des laines de teinturière. Je préfère en fait peut-être acheter moins, mais acheter des laines avec lesquelles je sais que je vais prendre plaisir déjà en tricot, parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis quelqu'un qui adore le process tricot, et du coup d'avoir des laines incroyables de nos teinturières, vraiment c'est un bonheur immense. Et puis aussi pour le projet ensuite terminé, j'ai quand même eu moins de déception avec les laines de teinturière que les laines Drops. Donc, ou par exemple la Knitting for Olive, moi je l'adore, j'ai jamais été déçue. Donc voilà. C'est vrai que j'ai un peu de mal maintenant à tricoter de la Drops. Mais bon. Je suis désolée, je bois beaucoup, mais en fait, pour vous expliquer, j'ai déjà tourné cet épisode entièrement juste avant. Je dois le tourner de nouveau et du coup, j'ai plus de salive. Enfin bref.
Donc du coup, pour revenir au Cosmic Girl, donc là j'ai quasiment terminé la première section. J'ai mis un petit Progress Keeper que j'ai eu à mon anniversaire. C'est un petit renard, je sais pas si vous allez bien le voir. Donc c'est un Progress Keeper qui vient du repère des tricopines. En fait, c'est juste pour m'indiquer l'envers de l'endroit parce que comme on n'est que sur du point mousse, on peut vite perdre la tête et se dire je ne sais plus de quel côté c'est. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce Progress Keeper. Et puis aussi, ça me permet de suivre ma progression, donc c'est plutôt pas mal. Et donc, du coup, ce que je me suis dit, c'est que pour le reste du projet, je vais attendre Sarah. Enfin, en tout cas, je vais essayer de tricoter un peu de manière simultanée avec elle pour avoir à peu près le même rythme de tricot, pour qu'on échange sur nos différentes impressions sur toutes les sections. Parce que moi, je tricote vite et je me concentre généralement sur un projet, donc ça va très très vite. Et là, en fait, Sarah, c'est quelqu'un de multi en cours. Je sais pas si je vous ai dit, mais en fait, je tricote en duo avec Sarah, de petits bouts de bricole. Enfin bref, comme j'ai tourné plusieurs fois cet épisode-là, je suis perdue. Mais voilà, donc je tricote avec Sarah. Et du coup, elle, c'est quelqu'un de multi en cours. Donc je sais pas du tout quel rythme elle va avoir avec ce projet-là. Et donc j'ai envie de l'attendre. Et si jamais je vois que je dois attendre entre les sections, je vais du coup monter le gilet Esme en Knitting for Olive. Voilà, j'ai déjà mon échantillon tout prêt, donc il n'y a plus qu'à. Voilà, mais après si je vois qu'elle tricote rapidement, je vais suivre son rythme et m'adapter. Voilà, donc j'ai trop hâte d'arriver déjà aux rayures et puis après j'ai trop hâte de voir ce coloris sur de la dentelle. Ça va être, je pense, sublime. Voilà. Donc voilà pour les projets terminés, les projets en cours. Projet à venir, je vous en ai parlé vite fait. Je vais juste faire un petit aparté sur les laines qui sont rentrées dans mon stock parce que comme je vous ai dit, la semaine dernière c'était mon anniversaire et en fait pour Noël et pour les anniversaires, moi généralement je fais des wishlists et quand une personne me demande ma wishlist, je lui fournis, enfin si elle en a envie, hein, il y a certaines personnes qui me font des cadeaux hors wishlist et ça me fait tout aussi plaisir. C'est juste que rien que pour moi j'ai une wishlist, comme ça me permet de m'orienter dans mes dépenses. Et puis ça permet aussi d'aider des gens parce que mine de rien acheter des cadeaux, des fois ça peut être une charge mentale assez grande. Et surtout quand c'est des... Enfin là, par exemple, les laines ou les tissus, enfin la couture, c'est pas forcément des choses que les gens connaissent bien. Et donc là, au moins, ça permet de leur donner des idées, des choses qu'ils connaissent pas du tout. Et donc du coup, j'avais mis des laines sur ma wishlist et j'en ai eu quelques-unes, donc je voulais vous les montrer. Elles sont juste là d'ailleurs. Je sais pas si vous les aviez vues, mais voilà, en fait, il y a quelques semaines, je suis tombée sur une teinturière que je connaissais pas trop. Enfin, je crois que j'en avais déjà entendu parler sur le podcast de Lauriane, L'eau demoiselle. Donc il s'agit de la teinturière Les laines de demain, Nathalie. Et en fait, je suis tombée en amour avec son travail. Je trouve que son travail est incroyable. Le travail de couleur est sublime. Et donc, j'ai mis plein de coloris sur ma wishlist parce que, je sais pas, j'avais envie de découvrir ces laines, envie de découvrir ces coloris. Et il y a un coloris sur lequel j'ai craqué totalement, c'est l'oiseau du paradis. Donc là, on est sur la fingering sock, 75% mérino, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Voilà, et donc la teinturière, c'est les laines de demain. Hop. Voilà, et je trouve ce coloris absolument sublime. Donc comme je vous l'ai dit, moi je suis dans une folie violet-orange. Là, c'est tout ce que j'adore. Et en fait, j'ai fait une commande récemment chez Bulbe Bizarre où j'ai commandé son violet. Et je pense qu'un châle à 2 écheveaux avec le violet de Bulbe Bizarre et ce coloris-là, ça va être incroyable. Donc j'ai trop hâte de recevoir ma commande de Bulbe Bizarre pour les mettre côte à côte et voir si c'est un match ou pas. Voilà, donc j'ai eu celui-là. Ensuite, j'ai eu Café Crème sur la Stellina dorée, 75% mérino, 20% nylon et 5% de Stellina. Et celui-ci, la Stellina, moi j'adore la Stellina, je trouve que en châle c'est magnifique.
Donc celui-ci, je ne sais absolument pas ce que je vais en faire, mais en fait, comme je crois que c'est Mélanie, oui c'est Mélanie des Aiguilles Aventurières, qui disait qu'elle avait envie de se constituer un stash, et moi c'est pareil. En fait, j'ai envie d'avoir quelques échevaux solitaires pour pouvoir mixer les échevaux entre eux et faire des combinaisons, surtout pour des châles. Parce que je trouve que je l'ai fait récemment pour les 3 échevaux que je vous avais montré au podcast, enfin l'épisode numéro 3. Et en fait, j'adore prendre un écheveau et me dire ah, il pourrait aller avec celui-ci. Enfin, voilà, c'est vraiment je sais pas, quelque chose que j'aime bien faire. Et donc, j'ai envie d'avoir quelques échevaux solitaires pour pouvoir faire ça. Et justement, pouvoir les prendre en festival et choisir des laines bien associées. Et celui-ci, ben voilà, ça va être un écheveau solitaire que je vais devoir associer. Voilà, il est magnifique. C'est en fait, on est sur du beige avec du marron et un peu de... Enfin, ça tire un peu vers le bordeaux. On a quelques speckles un peu bordeaux. Il est vraiment sublime. Sublime, sublime. Voilà, bah là, il y a un... Là, on voit un peu... Et le dernier écheveau que ma belle famille m'a acheté, c'est donc sur sa base Fingering Sock, 75% mérino, 25% de nylon, 425 mètres pour 100 grammes, le coloris Escapade. Et celui-ci, il est incroyable. Alors je suis pas du tout vert, bleu, quoi que ce soit, mais là je trouve que je sais pas, le choix des couleurs est juste sublime, sublime, sublime. Quand je l'ai lu celui-ci, j'arrêtais pas de le regarder en me disant mais il est incroyable. Donc pareil, je sais pas ce que je vais en faire, mais je pense qu'en châle, il peut être incroyable. Ou sinon en chaussettes, parce que comme il y a du nylon dedans, je peux me faire une paire de chaussettes. Mais ça serait vraiment dommage de le passer en chaussettes celui-ci. Il est vraiment... Regardez-moi la tache bleue, j'adore. J'adore. Et puis vraiment ce coloris, il fait penser au coloris boréal de Bulbe Bizarre. J'ai l'impression que c'est un peu le même coloris. Je me trompe peut-être, mais voilà. Vraiment, quand j'ai ouvert mon cadeau, je me suis dit, mais ils sont sublimes, sublimes, sublimes. J'étais vraiment très, 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 très gâtée. Voilà. Et puis, ce n'est pas fini. En fait, donc moi, mon anniversaire, c'était le vendredi 8 mars. Et le 8 et le 9 mars, il y avait Teinture Lurée qui faisait une vente éphémère chez Justine. Et en fait, j'ai pas pu m'y rendre parce que comme c'était le week-end de mon anniversaire, on était pas mal pris. Et en fait, je savais que ma chef, elle se rend régulièrement vers Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer. Du coup, j'ai dit, bah, si tu y vas, n'hésite pas à faire un crochet chez Justine, tu verras, sa boutique est incroyable. En plus, ce week-end, il y a Teinture Lurée, tu vois, le combo parfait, quoi. Et en fait, elle m'a pris un écheveau, mais j'étais choquée, je m'y attendais pas du tout. Et elle m'a pris un écheveau incroyable. Donc c'est la qualité ASC, donc 70% alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Et le coloris c'est orange mécanique. Mais juste, il est incroyable cet écheveau. Et celui-ci, pareil, j'ai envie de me faire un châle, mais je pense que je vais aller voir Teinture Lurée au Ch'ti Bazar et lui prendre un écheveau, donc choisir dans la même base parce que j'ai envie... Enfin, vous voyez, il aura dû draper, hein, ce truc-là, vous voyez comment c'est mou. Excusez-moi, la chaîne. Romy, viens là, tiens. Ouais, c'est tout. Désolée. Désolée. Oui, c'est tout, viens. Voilà. Ouh là là. Bonjour. Coucou. C'est bon? T'as fini? Oui? T'as fini? Voilà, donc bref. Je vous disais du coup que cet écheveau, il aura vachement de drapé. Du coup, j'ai envie de l'associer à la même qualité pour faire un châle qui aura énormément de drapé. Je trouve que ça va être trop trop bien. Voilà, et la douceur de cette qualité, incroyable. Vraiment super super doux. C'est alpaga là, bah, soit cachemire, voilà. Incroyable. Voilà,
C'est bon, t'es calmé? Je peux te reposer? Oui, hop. Voilà, désolée. Alors, du coup, on a terminé pour la partie tricot. Donc, je vais vous laisser pour ceux qui ne regardent pas la partie couture et on passe maintenant à la partie couture. Alors, on se retrouve pour la partie couture. Donc, pour la partie couture, j'ai 2 projets terminés à vous montrer et un futur projet. Le premier projet terminé, il s'agit du lunch bag Elsa de chez Monation que j'ai cousu pour ma filleule qui a eu son anniversaire la semaine dernière. Et du coup, je lui ai cousu ce lunch bag. En fait, quand je l'ai cousu, je vous ai filmé des petites séquences, enfin je pense une séquence, parce que c'était plus simple de vous le montrer comme ça. Et puis là, je l'ai plus, il a été envoyé, donc c'est pour ça que je l'ai filmé à un autre moment. Donc je vais vous incruster juste maintenant la partie de ce projet-là. Du coup, je viens vous présenter le lunch bag que j'ai cousu pour ma filleule. Donc, il s'agit du lunch bag Elsa de Monasio que j'ai cousu dans des tissus que j'ai achetés chez Tissus des Ursules. Donc, on a un tissu extérieur que j'ai acheté dans la partie ameublement. Un tissu intérieur, idem, je crois que je l'ai acheté dans la partie ameublement. Les anses, je les ai achetées au mètre aussi là-bas et également le zip. Et ensuite on a un isolant, donc moi j'en ai pas, donc j'ai acheté du pare-soleil qui fait très bien l'affaire et il permet aussi à ce que le lunch bag se tienne bien droit et une forme homogène. Et du coup, c'est ce qui rend la couture pas évidente, c'est le fait d'avoir ce pare-soleil entre les deux, là, entre le tissu extérieur et la doublure. Mais j'aime tellement l'objet terminé que voilà, je continue à faire ça. Mais c'est vrai qu'au niveau du process couture, c'est pas un projet que j'aime, sur lequel je m'éclate parce que les coutures sont pas évidentes. Alors au départ, on commence par assembler les anses sur le tissu extérieur. Et alors pour les anses, moi je les brûle avec une flamme pour éviter que ça s'effiloche parce que généralement il y a du plastique dedans. Donc du coup ça permet de finir et que ça ne s'effiloche pas. Donc je fais ça sur tous les côtés. Et pour la couture de la anse, en fait, il y a des petites croix là de renfort qui rendent très bien. Moi je trouve que ça fait très joli. Et puis ça permet à ce que les anses soit bien maintenu. Ensuite, on ajoute le zip sur le tissu extérieur. Et une fois qu'on a fait ça, c'est à cette étape-là qu'on va rajouter le pare-soleil. Et en fait, c'est pas évident déjà de couper le pare-soleil pour avoir une pièce qui soit de manière précise en fait. Donc du coup, moi je me retrouve toujours avec un petit décalage entre le pare-soleil et le tissu extérieur. Donc ce que je fais, d'ailleurs Elsa a fait une vidéo pas à pas qui permet de suivre le process. Et donc moi généralement je retourne voir pour être sûre que je monte bien le projet. Mais en fait ce que je fais c'est que je coupe exactement la même pièce. On a une pièce pour couper le tissu extérieur et le tissu intérieur et je reprends la même pièce pour couper le pare-soleil parce que elle dit il faut enlever autant de centimètres. Non, moi je le fais pas, je coupe directement et après j'enlève l'excédent et je trouve que c'est plus simple d'enlever l'excédent après avoir tout cousu, après avoir cousu le pare-soleil au tissu extérieur. Voilà, et après, une fois qu'on a assemblé le tissu extérieur avec le zip et le pare-soleil, on vient monter tout le lunch bag, donc avec les coutures ici latérales. Donc pareil, il y a une partie où elle vous montre tout le montage. Et c'est pas évident parce que notamment au niveau des coins là en haut, souvent le sandwich ne se fait pas bien et j'ai du tissu extérieur qui ressort et donc comment dire, le bout brut du tissu ressort et du coup ça s'effiloche. Donc là, faut pas hésiter à bien tirer quand vous épinglez. Moi, j'utilise des pinces à couture, je vais vous montrer, des pinces de couture comme ça pour épingler ce genre de projet. C'est un peu plus simple. Il y a certaines parties où j'ai quand même épinglé avec
comment on appelle ça, comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. Voilà, avec ça. Mais sinon, la plupart des coutures, moi je les épingle avec les petites pinces. Et donc, ouais, c'est vraiment ces coutures-là qui sont compliquées. Et d'ailleurs, là, pareil, ça, c'est la couture la plus compliquée parce qu'on a vraiment plein d'épaisseur, le tissu extérieur, le zip, le pare-soleil et les languettes. Et là, j'ai un petit pli, j'ai souvent un petit pli à ce niveau-là. Sur un des côtés, j'ai un petit pli, mais bon, je l'ai vu vraiment tout à la fin, donc j'ai pas voulu tout démonter. Donc une fois qu'on a fait tout ça, en fait on assemble la doublure mais vraiment à côté, pas directement. Et ensuite on vient assembler la doublure. Donc moi je retourne totalement le lunch bag dans l'autre sens pour avoir la doublure à l'extérieur. Et ensuite on fait une couture à la main tout le long ici. Je vais essayer de vous montrer. C'est pas évident. Attendez. Tout le long ici je fais une couture à la main. Et ça, pareil, c'est pas évident parce qu'en fait, c'est quand même assez dur au niveau des mains quand on passe l'aiguille dans le zip. Ça fait un peu mal aux mains. Donc voilà, bah, il faut prendre son temps, mais j'avoue que c'est un projet, moi, que j'aime bien offrir parce que ça fait toujours plaisir. Et puis je trouve que vraiment il est super joli. Enfin, l'objet terminé est très très joli. Alors moi j'ai décidé de le faire avec les anses longues, mais vous avez une possibilité de faire des anses plus courtes. Je trouve que les anses qui sont longues comme ça, c'est pratique pour mettre sur l'épaule. Vraiment pour le transport, c'est hyper simple. Voilà, et au niveau du pare-soleil, je sais pas si je vous ai dit, mais moi j'achète ça en grande surface. Donc je prends le plus grand pare-soleil, généralement il y en a pour 3-4 euros. Et on peut faire 2 à 3 lunch bags en fonction de la forme du pare-soleil. Voilà, donc moi j'essaie de prendre les plus grandes tailles, comme ça j'optimise. Voilà, et au niveau des languettes, moi j'aime beaucoup. Je crois que j'en ai fait un autre de lunch bag où j'ai pas mis les languettes. Et en fait, pour l'ouverture et la fermeture, on s'appuie dessus, donc je trouve ça hyper pratique. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'est vrai qu'au niveau de la couture, c'est vrai que c'est pas un projet facile parce que, ben, comme je vous ai dit, avec toutes les épaisseurs. Et moi, pendant longtemps, je l'ai cousu avec une machine d'entrée de gamme. Ça fonctionne, faut prendre son temps. Moi, je mets une aiguille 90, je crois, pour que ça passe bien. Et voilà, malgré tout, moi j'ai une machine, d'ailleurs vous l'avez peut-être vu, mais une piqueuse plate. Et malgré ça, j'ai quand même des difficultés, notamment au niveau de cette couture-là. C'est vraiment la plus compliquée. Ça a tendance à patiner, à pas avancer. Et voilà, donc si vous avez envie de le faire, moi je vous conseille d'être très patient, d'être très minutieux parce que c'est un projet pas évident mais qui en vaut la peine. En tout cas, à chaque fois que je l'ai offert, c'est un projet qui plaît beaucoup. Donc voilà, voilà pour le lunch bag Elsa. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Elsa. Et puis je pense qu'elle a une page aussi sur son site internet qui reprend un peu toutes les caractéristiques du lunch bag. Voilà. Alors, deuxième projet terminé, il s'agit de la jupe Mint de chez Jolie Lab, dont je vous parle depuis le début, donc du coup ça fait 4 épisodes que je vous parle de cette jupe. Et moi, en fait, je couds toujours cette version-là. En fait, il y a deux versions différentes. Une version avec une patte de boutonnage sur un des pans, ici. Et une version où il y a je crois une fermeture zip sur le côté, donc tous les pans sont fermés, il n'y a pas d'ouverture en fait, parce que là du coup comme il n'y a pas de boutonnage, c'est ouvert et donc ça permet de dévoiler la jambe quoi, donc c'est très joli. Et en fait c'est une jupe que j'ai cousue au moins 4 fois, parce que j'ai fait cette version là, une version en satin, une version unie en viscose et une léopard. Et la version que j'avais eue avec, le tissu que j'avais eu avec la box. Donc ça fait 5 fois que je la couds et mon copain m'a dit mais t'en as pas marre de la coudre? Non, j'adore. En fait, elle me va bien. Et quand j'ai pas cousu pendant longtemps, là ça fait depuis novembre que j'ai pas cousu des vêtements, j'aime bien me remettre le pied à l'étrier avec un projet que je connais bien.
parce que du coup j'ai besoin de reprendre mes marques et tout avec ma machine à coudre, avec tous les points. Et ça, c'est typiquement le genre de projet que j'adore pour me remettre le pied à l'étrier. Donc en fait c'est une jupe qui se coud avec 1m60, enfin moi pour ma taille c'est 1m70 je pense de tissu, et franchement on est large avec 1m70. Je regarde si... attendez. Merde, c'est pas... Alors... Ouais, 1m70 pour toutes les tailles. Et moi je la couds en taille... Est-ce que j'ai noté... Ça c'est la question. Est-ce que j'ai noté la taille dans laquelle je l'ai cousu? En taille 38. Alors oui, je l'ai cousu en taille 38 et franchement j'ai encore du tissu qui me reste. Alors pas énormément, mais j'ai bien 10-15 cm de rab quoi. Voilà, j'ai jamais cousu la version B là avec les pattes de boutonnage et la version avec zip. Je vous avoue que moi j'aime moins. Ah oui, il y a un bien zip sur le côté. Je préfère vraiment cette version là, elle est vraiment super canon. Je vous mettrai une vidéo de la jupe portée parce que là j'ai pas du tout de recul, donc ça sera pas du tout possible de vous le montrer. Donc je vous mets juste maintenant. Et du coup, je l'ai cousu dans un crêpe de chez Atelier Brunette que j'ai acheté encore une fois chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille. J'ai vraiment craqué sur ce tissu qui est incroyable. C'est la première fois que je cousais un tissu de chez Atelier Brunette et vraiment je trouve que la qualité est là quoi. On sent vraiment que c'est un tissu très qualitatif. Déjà parce que il marque au fer, donc ça c'est hyper bien pour les ourlets, parce qu'on a un ourlet qui est pas droit sur le bas, on est sur une jupe donc ça c'est plutôt pas mal. Et je sais pas, il est pas du tout fuyant, enfin vraiment c'est un tissu que j'ai adoré coudre. Et puis le motif il est incroyable, il est vraiment très très beau. Voilà. Donc voilà. Et après pour les boutons, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des boutons recouverts. Je crois que... Attendez. Sur 3 versions, j'ai dû faire ça. Donc celle-ci... Oui, sur 3 versions, j'ai fait des boutons recouverts. Et je trouve que vraiment, ça change tout. C'est vraiment trop trop beau. Donc pour les boutons recouverts, moi j'achète les boutons chez Tissu des Ursules. J'ai pas du tout d'outils spécifiques pour faire les boutons recouverts. En fait, ce que je fais, c'est que je prends la taille de mon bouton et j'essaie de trouver sur internet quelle est la taille du diamètre du cercle du tissu qu'il faut faire. Donc là, j'avais des boutons de 19 mm. Je regarde. Ouais, 19 mm. Là, il recommande dans le livret 20 mm, mais moi, mes boutons, c'était 19. Et alors, pour 19 mm, il faut un cercle de 40 mm pour faire les boutons recouverts. Et moi, en fait, j'ai une règle avec plein de ronds. Et j'avais pas 40, j'avais 35. Donc, j'ai découpé un rond de 35 mm de diamètre. Et franchement, ça va très bien. Donc je pense aussi que je vous aurai incrusté une vidéo dans laquelle je vous montre comment je procède, en tout cas quelques images de mes boutons recouverts. Mais n'hésitez pas à regarder sur YouTube, il y a plein de tutos déjà disponibles et moi je trouve que ça change vraiment tout sur le projet. Là il y a des motifs, donc c'est vrai que c'est peut-être pas l'idéal, mais en tout cas sur un tissu uni, je trouve que c'est magnifique. Ça fait très chic, je trouve. Voilà, alors au niveau de la construction, en fait, on est sur une construction avec plein de pans différents. Je vais vous montrer, il y a des photos en fait dans le patron qui sont... Franchement, je trouve que les patrons de chez Jolie Lab sont super, ils sont super bien expliqués. Déjà, le livret est très très bien expliqué et en plus, il y a des vidéos. Alors, je sais plus sur celui-là s'il y a une vidéo, mais généralement, il y a des vidéos. Moi, j'avais cousu le pantalon lison et il me semble que
j'ai suivi la vidéo. Enfin voilà, mais en tout cas déjà rien que le livret vous aide pas mal. Et en fait du coup c'est une jupe avec plein de pans différents. Vous voyez là c'est la jupe à plat et il y a et du coup il y a plein de pans différents et en fait ça permet à ce que la jupe tombe super bien sur sur le dos, sur les hanches et tout. Enfin ça fait vraiment une silhouette canon. À chaque fois que je porte cette jupe, moi j'ai beaucoup de compliments. Et pour autant, c'est une jupe qui n'est pas difficile à coudre. Enfin, vous voyez, vous avez les 6 pans à assembler. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est au niveau de la découpe. Parce qu'en fait, au niveau des pièces de patron, il y a des fois, c'est marqué décalqué sur l'envers. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je retourne la pièce. Mais sauf que mes annotations sont sur l'autre côté du papier. Et en fait, je fais pas gaffe au droit fil. Et ça m'est arrivé sur cette version-là. Pourtant, vous voyez, c'est la 5e fois que je la couds, hein, mais je fais encore des boulettes. Du coup, ce que j'avais fait, j'avais pris le droit fil par rapport à un des côtés de la pièce de patron, mais en fait pas du tout. C'était pas du tout parallèle. Mais en fait, comme la jupe a beaucoup de fluidité, etc., en fait, ça soit pas du tout, une fois fini, ça tombe pas bizarrement. Enfin voilà. Mais en tout cas, il faut faire attention au droit fil. Et donc, une fois que vous avez cousu toutes les pièces ensemble, vous faites la patte de boutonnage. Donc la patte de boutonnage, c'est pas une patte rapportée, non, elle est directement comprise dedans, il me semble. Ouais, c'est ça. Ah non, on fait d'abord la patte de boutonnage, ensuite on fait tous les pans, enfin bref, peu importe. Et ensuite on fait une ceinture rapportée. Et là, ma foi, c'est pas hyper compliqué. Alors c'est vrai que c'est pas hyper facile, notamment au niveau de la patte de boutonnage pour que ce soit hyper bien précis, mais néanmoins ça se fait pas mal, hein, vous voyez. Mon envers. Puis je mets des petites étiquettes, moi j'adore, c'est mon petit plaisir de la couture. Voilà. Généralement ah bah là j'ai même pas recousu à la main. Généralement quand j'ai des petits trucs comme ça, des petits couacs, je vais reprendre avec des coutures à la main, mais là je l'ai même pas fait. Bon voilà, c'est pas très grave. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, après on fait l'ourlet. Alors l'ourlet, c'est vrai qu'il est un peu long à faire parce que du coup, si je vous montre l'ampleur de la jupe, voilà, elle est assez grande, hein, quand même. Voilà, vous voyez, et donc du coup faire l'ourlet dessus, c'est vrai que c'est pas évident, mais sur ce tissu là, comme c'est un tissu qui marque au fer, et ben j'avais vraiment pas du tout galéré, hein. Je me souviens, alors que j'ai une version en satin où là j'ai un peu galéré à faire l'ourlet, là pour le coup ça a été vraiment rapide. Voilà, et après pour les boutonnières, alors moi j'ai rajouté un bouton supplémentaire parce que sur mes versions précédentes, j'avais suivi les indications, à savoir qu'il faut mettre une boutonnière un bouton au niveau de la ceinture et puis 4 boutons. Et en fait, je trouve que c'est un peu juste. On voit peut-être un peu trop haut quand la jupe s'ouvre la cuisse. Donc du coup, j'en ai rajouté un supplémentaire. Simplement, j'ai pris le même espacement. Voilà. Et pour les boutonnières, moi, en fait, je la fais avec ma machine à coudre Brother. Voilà. Et sur ce genre de tissu, ça va. Parce que c'est toujours le moment où je me dis oh là là, si les boutonnières ça va pas sur la machine, ça va tout foirer mon projet, mais là ça va. Et du coup c'est vrai que j'ai tendance un peu à procrastiner et à laisser le projet en plan. Là typiquement le projet il est resté genre 3 semaines en plan sans qu'il y ait les boutons, parce qu'en fait les boutonnières c'est un truc que je déteste faire. Et je sais que ma machine des fois sur certains tissus elle galère, donc voilà. Et puis voilà, vous voyez, c'est une couture qui est assez facile, assez rapide, même pour un premier projet, sincèrement. Si vous prenez votre temps, normalement il n'y a pas de difficulté majeure, donc voilà, ma petite jupe mint que j'adore. Et pour l'instant il n'y a pas de projet, d'autres jupes mint prévu, mais peut-être peut-être que je vais la recoudre après avoir fait 5 versions. Je suis pas du tout lassée de ce patron. Dès que je vois un tissu, généralement je me dis oh, je le vois trop en jupe mint. Donc voilà pour les projets terminés en couture.
tac. On va passer au projet à venir. Donc toujours pour mon anniversaire, j'ai eu une box couture. C'est la box... Alors je sais pas comment elle s'appelle en fait. Comment elle s'appelle cette box? Attendez. C'est la box de chez Cousette. Je pense que ça c'est la marque. En fait, j'avais jamais acheté chez eux, mais j'ai visionné le podcast de Sophie, du Tricomonde de Sophie, qui a montré ce projet-là et je me suis dit, oh, je le veux. Donc j'ai mis sur ma wishlist et je l'ai eu. Et il s'agit en fait de la chemise, je pense que c'est... Ah, c'est une chemisier Harriet de... Alors je sais pas pourquoi c'est marqué singulière par Cousette. J'en sais rien, mais je pense que le nom du patron, ça doit être Harriet, pardon. Voilà, et il y avait un tissu qui allait avec. Et c'est ce tissu magnifique en cœur. Oh, il est sublime ce tissu, vraiment sublime. Donc là, je l'ai déjà lavé. Moi, quand j'achète des tissus, je le mets directement dans le panier à linge sale et je lave direct. Au moins, j'oublie pas. Et j'ai une armoire où je range tous mes tissus. Et je sais que dès que c'est dedans, c'est lavé. Voilà, comme ça, il n'y a pas de quiproquo. Parce que je me suis déjà fait avoir. Je pense que mes toutes premières cousettes, je lavais pas systématiquement mes tissus et je me suis déjà fait avoir où après un lavage je pouvais plus mettre le projet. Donc maintenant je ne cherche plus à comprendre, je lave directement mes tissus. Alors nous on a un programme mini 30 minutes voilà, que j'utilise régulièrement et dès que je fais ce programme là je passe mes tissus à laver dedans. Voilà, donc ça, c'est vraiment un projet que j'ai envie de faire rapidement. Je pense que je vais pas le coudre directement dans le tissu fourni. J'aime bien faire dans un tissu que j'ai déjà en stock parce que j'ai pas mal de tissus en stock. Alors pour le coup, je vous avais dit que pour la laine, moi, c'est plutôt au fur et à mesure. Pour le tissu, c'est pas pareil. En fait, j'ai beaucoup acheté l'année dernière et il y a 2 ans. Pendant le Black Friday notamment chez les coupons de Saint-Pierre parce qu'en fait ça valait vraiment le coup. Il y avait des coupons, j'ai eu à 10 € pour 3 mètres et du coup j'ai beaucoup acheté et en fait j'ai bien fait parce qu'en fait les dernières soldes, je trouvais les 2 dernières soldes chez les coupons de Saint-Pierre, en fait ça valait vraiment moins le coup. Et du coup, j'ai vraiment un stock de tissu pour le coup qui est assez conséquent. Donc j'ai un tissu blanc de chez Les Coupons de Saint-Pierre et je pense que je vais tester ce patron dans le tissu Les Coupons de Saint-Pierre avant d'utiliser celui-ci. Et de toute manière, moi en couture, généralement, je fais plein de fois. Dès qu'il y a un patron que j'adore, je le fais en 3-4 fois facile. Voilà, donc j'ai trop hâte. Je trouve que vraiment cette chemise est juste sublime. Là, les petites épaulettes, les manches bouffantes en raglan. Enfin, j'ai jamais d'ailleurs cousu des manches en raglan. Donc voilà. Et puis les poignées de manches. Je crois que les poignées de manches, il y a un détail. Est-ce qu'on va le voir? Bon, en tout cas, allez voir la version de Sophie, du Tricomonde de Sophie. Elle l'a fait justement dans ce tissu fourni avec la box. Il est magnifique. Bah, je pense qu'on ne voit pas, mais en gros... Oh mince. Enfin, il y a un petit détail sur les poignées de manche qui est très joli. Donc voilà, écoutez, j'espère que la prochaine fois qu'on se verra, les objectifs pour le prochain épisode, ce serait d'avoir cousu au moins une version de ce patron-là. D'avoir bien avancé le Cosmic Girl en fonction de l'avancée de Sarah et éventuellement d'avoir commencé le gilet Esme dans les laines de chez Knitting for Olive. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, au niveau des projets, je vous ai tout dit. Je voulais prendre un petit moment pour vous remercier de nouveau. Enfin, je le fais systématiquement, mais je trouve que... en fait, je suis choquée à chaque fois de la bienveillance, de votre gentillesse. Ouais, ça fait vraiment du bien, je trouve. Ça fait du bien au moral d'avoir toutes ces ondes positives, tous les commentaires positifs que vous mettez à chaque épisode, tous les messages que vous m'envoyez qui sont hyper positifs. En fait,
je trouve que ça rebooste parce que dans la vie de tous les jours, les gens n'ont pas tendance à faire des retours positifs. Je sais qu'au travail, c'est vraiment une grande question, les retours qu'on peut avoir de nos N+1 par exemple. Bah, c'est important de dire quand tout va bien, voilà, moi je sais que j'ai une chef qui tricote là, dont je parle tout le temps, et j'ai une autre chef, et les deux, en fait, elles me font des retours, que ce soit négatif ou positif, et je trouve que c'est vraiment important, et surtout quand c'est positif, parce que ça, ça booste, ça motive. Et là, par exemple, pour le podcast, moi, ça me motive à revenir à chaque fois. Et puis, rien que pour le moral, d'avoir juste des bonnes ondes, ouais, ça me fait vraiment du bien. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je voulais vous remercier toutes les personnes qui m'ont cité dans leurs épisodes de podcast. J'ai pu découvrir notamment... ah mince, comment elle s'appelle? Valentine... Ah mince, j'ai perdu le nom de son podcast. Petit Chandail, je crois que je le mettrai là. Donc Valentine, je te fais des coucous. Merci de m'avoir cité. Il y a Elodie. Je pense que Elodie, j'ai oublié de te citer la dernière fois. De A Knitting Journey, que j'adore. Et en fait, c'est une fille que je suis depuis le début. Donc la première fois qu'elle m'a citée, je me suis dit... Oh, ah ouais, ok, c'est trop bizarre. Donc ouais, Elodie, que j'adore. J'adore tout ce qu'elle tricote. Elle fait vraiment des combos laine, patron qui sont vraiment super jolis à chaque fois. Je sais pas. J'ai peur d'oublier des gens en fait à chaque fois. C'est pour ça que je cite pas trop de noms, mais j'ai trop peur d'oublier des gens. Donc, il y a Corinne aussi, oui, de la provinciale aussi, qui avait fait qui avait laissé un petit mot dans son podcast à mon sujet. Donc, je te fais des gros bisous, Corinne. Ça m'a vraiment touché ce que tu as dit. Et puis voilà, j'espère que j'ai oublié personne. En tout cas, même les gens qui simplement visionnent, je vous remercie parce que rien que ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de savoir que ce podcast peut vous inspirer, peut vous donner des idées, et que vous passez un moment en ma compagnie. Avant de faire des épisodes de podcast, moi je consommais beaucoup d'épisodes, et donc je sais ce que ça fait, je sais qu'on s'attache finalement aux personnes alors que les personnes ne nous connaissent pas, c'est très bizarre. Mais moi je sais que je me suis attachée à plein de gens qui me connaissent pas, et donc je sais ce que ça fait, donc donc voilà. Donc en attendant un prochain épisode, je vous dis tricotez bien, portez-vous bien, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao.